Ce n'est pas un simple détail administratif. Ce n'est pas une formalité anodine que l'on coche avant un vol. Depuis le 25 février 2026, un nombre important de voyageurs canadiens à destination du Royaume-Uni peuvent être bloqués à l'embarquement s'ils ne respectent pas de nouvelles exigences numériques. Et derrière cette règle technique, il y a une transformation beaucoup plus profonde du contrôle des frontières britanniques. Aujourd'hui, on décrypte ce qui a réellement changé, ce que cela signifie pour les Canadiens, notamment les binationaux, et pourquoi cette évolution dépasse largement la question d'un simple formulaire en ligne. Le sujet est clair. Le Royaume-Uni a renforcé l'application de son système d'Electronic Travel Authorization, l'ETA. Selon les informations officielles du gouvernement britannique, depuis le 25 février 2026, les ressortissants de pays comme le Canada doivent, dans la majorité des cas, obtenir une ETA avant de voyager au Royaume-Uni. Le coût est fixé à 16 livres sterling et la demande se fait via l'application officielle du gouvernement britannique. Mais un point central concerne les citoyens ayant la double nationalité canadienne et britannique. Selon les pages officielles du Home Office et les avis aux voyageurs du gouvernement du Canada, ces personnes ne sont pas admissibles à l'ETA. Elles doivent voyager avec un passeport britannique valide ou prouver leur statut britannique par un certificat de droit de séjour. Autrement dit, si vous êtes britannique, même si vous êtes aussi canadien, vous devez entrer comme britannique. Si vous voulez comprendre ce qui se joue réellement derrière les décisions politiques au Canada, abonnez-vous dès maintenant. Ici, on décrypte le système. Revenant aux faits confirmés. Premièrement, l'ETA n'est pas un visa, c'est une autorisation préalable de voyage. Elle permet aux autorités britanniques d'effectuer un filtrage en amont, avant l'embarquement. Deuxièmement, les compagnies aériennes ont l'obligation de vérifier que les passagers possèdent cette autorisation lorsque celle-ci est requise. Cela s'inscrit dans le mécanisme de Carrier Liability. Si un passager est transporté sans les documents requis, la responsabilité retombe sur le transporteur. Troisièmement, les binationaux britanniques ne peuvent pas demander l'ETA. Les sources officielles canadiennes et britanniques sont claires sur ce point. Ils doivent prouver leur citoyenneté britannique. Il existe une mesure transitoire évoquée au Parlement britannique permettant, dans certains cas, l'acceptation d'un passeport britannique expiré, délivré après 1989. Mais cette décision reste à la discrétion du transporteur et ne constitue pas une garantie juridique absolue. Quatrièmement, l'ETA peut être exigée même pour un transit si le voyageur passe le contrôle frontalier. En revanche, si la correspondance reste strictement en zone internationale dans certains aéroports comme Heathrow ou Manchester, des exemptions peuvent s'appliquer. Cette nuance est importante et souvent mal comprise. Maintenant, analysons le mécanisme politique derrière cette décision. Le Royaume-Uni déploie progressivement un modèle de contrôle frontalier numérique. L'objectif affiché par le Home Office est de rationaliser et de renforcer le système d'immigration. Dans les faits, cela signifie déplacer le contrôle en amont. Au lieu d'intervenir uniquement à la frontière physique, l'État britannique filtre les voyageurs avant même leur embarquement. Ce n'est pas simplement une réforme administrative, c'est une évolution stratégique du contrôle souverain. Le Royaume-Uni, depuis le Brexit, affirme plus fortement son autonomie réglementaire en matière migratoire. L'ETA s'inscrit dans cette logique: sécuriser, tracer, anticiper. Pour le Canada, la dimension est différente. Ottawa n'a pas modifié sa politique dans ce dossier. Il s'agit d'une décision souveraine britannique. Mais l'impact est réel pour les voyageurs canadiens, notamment les familles binationales qui parfois n'utilisaient pas systématiquement leur passeport britannique pour voyager. Ce qui se joue ici dépasse le simple voyage touristique. Cela touche à la définition même de la citoyenneté. Un binational n'est pas considéré comme un simple visiteur étranger. Il est considéré comme un ressortissant national qui doit entrer sous ce statut. En d'autres termes, la double citoyenneté n'est pas un statut interchangeable selon la commodité du voyage. Sur le plan économique, l'impact individuel de 16 livres peut sembler marginal, mais à l'échelle des flux transatlantiques, cela représente un volume financier non négligeable. Plus important encore, le coût indirect réside dans le risque d'erreur administrative. Un oubli d'ETA ou un passeport inadapté peut conduire à un refus d'embarquement.
ce qui génère des pertes financières pour les voyageurs et une pression accrue sur les transporteurs. Institutionnellement, cela renforce le rôle des compagnies aériennes comme bras opérationnels du contrôle migratoire britannique. Ce transfert partiel de responsabilité est stratégique. Il réduit la pression à la frontière et externalise une partie du filtrage. Géopolitiquement, la mesure ne cible pas le Canada spécifiquement. Elle s'inscrit dans une harmonisation plus large avec d'autres pays utilisant des systèmes similaires, comme les États-Unis avec ESTA. Le Royaume-Uni rejoint ainsi une architecture internationale de contrôle préalable des voyageurs. Cependant, certaines zones d'incertitude subsistent. Les citations individuelles rapportées dans les médias, notamment celles de voyageurs ou d'agents de voyage, ne peuvent être confirmées indépendamment, sans accès aux sources originales. De plus, l'ampleur statistique réelle de l'impact sur les binationaux canadiens n'est pas documentée dans les données publiques consultées. Il est également important de préciser que la renonciation à la citoyenneté britannique, évoquée dans certains reportages comme « dernier recours », est juridiquement possible, mais constitue une démarche lourde, coûteuse et irréversible à court terme. Elle ne peut pas être présentée comme une solution administrative ordinaire. Ce n'est pas une annonce anodine. Ce n'est pas non plus une fermeture des frontières. C'est une modernisation numérique du contrôle migratoire, avec des conséquences concrètes pour des milliers de Canadiens. La vraie question stratégique est la suivante. Sommes-nous en train d'assister à une normalisation mondiale du filtrage numérique préalable? Et si oui, comment les États comme le Canada devront-ils s'adapter à cette nouvelle architecture du voyage international? En synthèse, les faits confirmés sont clairs. ETA est en vigueur, les binationaux britanniques doivent voyager avec preuve de citoyenneté britannique, les transporteurs appliquent la règle et des nuances existent en matière de transit. L'article analysé repose majoritairement sur des éléments vérifiés, mais simplifie certains points techniques. Ce dossier nous rappelle une chose essentielle. La mobilité internationale est désormais conditionnée par des infrastructures numériques et par des règles souveraines de plus en plus intégrées. Si vous voulez continuer à comprendre les mécanismes du pouvoir canadien et les dynamiques internationales qui influencent concrètement votre quotidien, abonnez-vous. Ici, on analyse le système.